Merci dame, merci Monsieur le Président. Bon, je commencerai tout d'abord comme tout le monde, donc à remercier les organisateurs. Je suis content d'être parmi vous et je me rappelle, c'est la deuxième fois que je suis parmi vous. La première fois, c'était mon maître ici, M. Chefraoui, qui m'avait invité il y a une quinzaine d'années. Avec Sinou Mouni, on était tout jeunes. Merci d'être là. J'ai beaucoup d'amis dans la salle. Vous connaissez ce que je pense de la collaboration entre biologie et clinicien. Je suis de ceux qui pensent qu'on ne peut pas travailler chacun dans son coin. Et ce type de manifestations sont vraiment un plateau idéal pour un échange, pour une meilleure prise en charge, bien sûr, du patient marocain. On m'avait demandé de traiter des connectivités auto-immunes. Vous convenez avec moi que c'est assez difficile de traiter l'ensemble de l'auto-immunité, l'ensemble des pathologies auto-immunes. En gros, je me suis posé la question, je sais que la majorité de l'assistance est une assistance de biologistes. Au fait, j'ai changé l'intitulé et vous m'excuserez pour les organisateurs. Je l'ai appelé diagnostic des maladies auto-immunes, principes et approches pratiques. En gros, on va essayer de répondre ensemble. Vous, nous cliniciens, comment doit-on faire? Comment doit-on prendre en charge un patient? Parce que le patient, quand il vient, il ne vient pas avec une maladie collée en son front en disant j'ai eu un lupus, il vient avec un symptôme. En gros, comment va-t-on partir du symptôme pour arriver au diagnostic? Et puis, comment le retour du laboratoire, comment intégrer les valeurs, enfin, comment intégrer les résultats que nous donnera le laboratoire pour pouvoir l'interpréter en contexte clinique, parce que, et je commencerai par cela, avoir un bilan immunologique positif ne peut pas obligatoirement dire que vous avez une maladie auto-immune. Ça, c'est un des messages importants que j'ai envie de passer aujourd'hui. Donc, les grandes lignes aujourd'hui de cet exposé, elles vont être parler du symptôme au diagnostic, du diagnostic au traitement, voir comment c'est un intérêt dans la surveillance du traitement, et en gros, c'est ce que j'ai mis en rouge ici qui va nous intéresser, nous tous. Quels sont les pièges à éviter, les règles à respecter, et puis, quelle est la base des auto-anticorps? Quel auto-anticorps demander? Est-ce qu'il faut les demander à tous les patients? Et en gros, comment va-t-on interpréter ces auto-anticorps lorsqu'ils sont positifs? Et pour répondre à ces questions, j'ai choisi 4 observations cliniques qui sont courantes dans ma pratique quotidienne. Monsieur Talal, donc c'est un jeune patient de 22 ans, pas d'antécédent, que j'ai vu en février 2010 pour un syndrome anémique bien toléré, polyarthrite, altération de taille générale, une anémie normochrome normocytaire très régénérative, pas de saignement, une lymphopénie avec une sérologie HIV négative qui a été demandée devant cette lymphopénie avec un syndrome inflammatoire biologique. Très rapidement, devant cet état général altéré, premier, parce que nous, on est internés, c'est une maladie qui nous tient à cœur, quoique vous allez voir, ce n'est pas toujours vrai. Hypothèse de lupus, la gravité du tableau clinique, on met un bolus de corticoïdes. Très rapidement, c'est une anémie régénérative, on pense à l'auto-immunité, la normalisation de l'hémoglobine, des lymphocytes, disparition du symptôme, du syndrome inflammatoire avec une prise de poids. Et regardez, ce n'est qu'après que je fais mon bilan. 2 erreurs que j'ai faites. Le bilan, tout d'abord, le test de Coombs est négatif et les auto-anticorps sont négatifs. Une des questions, c'est est-ce qu'ils étaient réellement négatifs ou alors est-ce que c'est mon traitement qui a négativé ce bilan qui a été rendu par le laboratoire? On le revoit 8 mois après, 9 mois après, et là, le tableau clinique est patent. Il est franc. Là, le diagnostic ne fait aucun doute. Il a un H. malaire, il a une polyarthrite, un syndrome néphrotique, il convulse, responsable d'une pneumopathie, péricardite, anémie à 4 grammes, et puis des anticorps antinucléaires qui étaient franchement positifs, sur 1280. Là, vous êtes d'accord avec moi, c'est un lupus grave, cutané, articulaire, neurologique, rénal, cardiaque et hématologique. Là, il a reçu tout le traitement, donc en allant des corticoïdes jusqu'aux immunosuppresseurs, il a eu. En gros, cette observation, elle nous pose plusieurs questions. Tout d'abord, il y a eu un délai entre les symptômes et le diagnostic de 9 mois, la positivité du bilan immuno qui arrive 9 mois après, mais là je répète encore une fois, est-ce que je ne suis pas un peu responsable de cette négativité initiale? Et puis, bien sûr, là je me mets à la place du clinicien, et c'est là où en fin de compte on doit s'entendre, c'est que moi j'avais un patient qui avait un pronostic vital qui était engagé, et en gros je ne pouvais pas attendre pour avoir un résultat qui va mettre quelques jours.
et j'étais obligé de démarrer un traitement corticoïde à très forte dose, à la dose de 1 gramme par jour. Donc une des questions qu'on peut se poser, c'est a-t-on fait ou ai-je fait des erreurs dans la prise en charge de cette observation? Oui, enfin oui et non. On a démarré des corticoïdes sur une hypothèse clinique. On a donné des corticoïdes avant un bilan, d'où la question d'un bilan négatif. On a donné un bilan négatif et en gros, ce patient-là n'aurait pas développé des symptômes de tableau clinique 9 mois après, j'aurais pas eu de diagnostic. Et bien sûr, quand on n'a pas de diagnostic, on n'a pas de maladie. Et bien sûr, absence d'arbre décisionnel. Tout cela pour dire quoi? Pour dire qu'en fin de compte, pour pouvoir prendre en charge correctement un patient lorsqu'il y a une symptomatologie clinique, la première chose qu'il faut avoir en tête, on ne demande pas un bilan sur un symptôme, on demande un bilan parce qu'on a un raisonnement didactique et en gros, on doit avoir un arbre décisionnel clair, établi, pour pouvoir aller. Et vous allez voir qu'en fin de compte, je vais vous rassurer, tous les arbres décisionnels, et je vais vous le prouver tout de suite, vont aboutir à la fin à un bilan immunologique et j'aurai de toutes les manières posé mon diagnostic. Alors ces arbres décisionnels, ils ressemblent à quoi? Donc si on refaisait l'histoire de ce patient, il a 22 ans, il a un tableau clinique initialement qui évoquait mais qui n'était pas complet, il avait une anémie normochrome, normocytaire régénérative avec une lymphopénie. Sur le plan sémiologique, ce sont les deux symptômes qui ont la plus grande puissance sémiologique. Et si j'implique mon arbre décisionnel, si j'avais raisonné correctement, si je pars de l'anémie régénérative sans saignement avec une hyperbilirubinémie, c'est difficile de jouer avec ces trucs-là. Donc, en partant d'anémie hémolytique, j'aurais éliminé les causes les plus fréquentes que vous connaissez, je passe très rapidement, et quelle que soit mon attitude, j'aurais abouti à la fin à un bilan immunologique et j'aurais posé le diagnostic du lupus. Donc ça, si j'étais parti de l'anémie hémolytique auto-immune. Si j'étais parti également de la lymphopénie, qui était un signe biologique important, initialement dans mon tableau clinique, là aussi j'avais 5 grandes causes, et très rapidement j'aurais éliminé, regardez, les bilans immunologiques faisaient partie intégrale de ce raisonnement diagnostique, et j'aurais abouti bien sûr à mon diagnostic de lupus. Donc voilà, j'espère que je vous ai convaincu qu'en gros, le message le plus important, et les messages, c'est que corticoïdes, oui, mais il faut savoir ce qu'on traite. Notre patient, on aurait pu arriver au diagnostic si on avait une attitude clairement établie, en partant aussi bien de l'anémie hémolytique, en partant de l'atteinte articulaire, en partant de la lymphopénie. Tout l'arbre décisionnel aurait abouti à la demande d'un bilan immuno, et donc le respect des arbres décisionnels dans un symptôme est la seule bonne manière d'arriver au diagnostic de maladie auto-immune. J'en suis convaincu et j'espère que vous partagez mon point de vue. Deuxième observation. Deuxième observation, c'est celle de Soufiane, qui a 22 ans, pas d'antécédent pathologique particulier. Il est chauffeur de camion, et puis il vient nous voir pour une fièvre, une altération d'état général, une splénomégalie, sans autres symptômes, pancytopénie sur le plan biologique, un syndrome inflammatoire biologique majeur, et là aussi, chez Soufiane, il n'y a pas de point d'appel infectieux. On a fait le CBU, l'écho, l'hémoculture, l'écho-cœur, fonction lombaire, l'IDR et les BK étaient négatifs. Les mollets étaient sous patine de thrombose, pas de prise médicamenteuse toxique, et j'étais allé jusqu'à faire une ponction une moelle qui était strictement normale. Vous êtes d'accord avec moi? Pour les cliniciens de la salle, quand on ne sait pas, quand on a un bilan initial négatif, on est obligé de traiter. En traitant Soufiane, on est parti d'antibiotiques à spectre large, mais pas trop compliqué. Et très rapidement, ça va faire rire mon ami Badr, j'aboutis au fluconazole, à la Vonco, au Tienam, tazocilline, aux antibacillaires. Et regardez, j'ai donné toute la panoplie d'anti-infectieux dont on dispose. Et en fin de compte, en croyant qu'en donnant des antibiotiques les plus chers, des spectres les plus étroits, on croit qu'on soigne un syndrome fébrile. Je vous rappelle que la fièvre n'est pas égale à une infection. Malgré tout cela, Soufiane s'aggrave. Il s'aggrave et là je demande un bilan immunologique. Et j'ai des anticorps antinucléaires 1 sur 80 positifs et des anti-DNA positifs. Et je me dis, bingo, je suis passé à côté de mon lupus. C'est un lupus clair, établi, donc il faut démarrer des corticoïdes. Mais
Soufiane a été hospitalisé dans le service parce qu'on doutait, on ne comprenait pas, le titre n'était pas très élevé, on se disait est-ce que la technique n'était pas géniale. Donc Soufiane est hospitalisé au service et en gros, l'art décisionnel et mon raisonnement didactique, c'est de partir de symptômes, qu'ils soient cliniques ou biologiques, qui ont la plus grande puissance sémiologique. Et ici, c'est Soufiane, c'était de la fièvre, l'altération générale, la splénomégalie, pancytopénie biologique, syndrome inflammatoire, et en gros, je suis amené à raisonner devant une splénomégalie fébrile avec une pancytopénie. Bien sûr, on évoque les causes infectieuses, mais on a vu, on a tout donné, ça ne marche pas. On évoque les causes, etc., pour faire plaisir, pour faire complet, surcharge, etc., mais ça ne colle pas. Et en fin de compte, devant une splénomégalie, il faut tout chercher. Chez Soufiane, donc je réponds sur mon arbre décisionnel, splénomégalie fébrile, infection, hémopathie, tumeur splénique, tout a été fait bilan négatif, HTP, connectivite, maladie de surcharge, bilan bactérien négatif, tout ça on l'avait vu, et j'ai oublié de faire une sérologie de leishmaniose qui était très positive, c'était une leishmaniose. Donc en gros, j'ai donné tous les anti-infectieux, mais je n'ai pas donné un antiparasitaire, et pourtant la leishmaniose est une maladie fréquente pour un infectiologue que je suis, je honte pour le docteur Raymouche, mais c'est une réalité. Donc le deuxième message que j'ai envie de passer aujourd'hui, c'est qu'un auto-anticorps positif ne veut pas dire maladie auto-immune, et qu'un auto-anticorps fait isolément est totalement ininterprétable. Donc en gros, c'est un ensemble, c'est un faisceau d'arguments qui me permet de poser le diagnostic de maladie auto-immune. Donc grossièrement, si vous voulez, en médecine interne, et nous dans notre pratique courante, quels sont les différents arbres décisionnels que l'on a dans notre pratique quotidienne? C'est devant les polyarthrites, et regardez, ça atterrit toujours à un bilan immunologique, que ce soit des anticorps antinucléaires et des anti-CCP. Si je vais d'anémie également, ça c'est un syndrome extrêmement important, vous voyez que je finis toujours à de l'auto-immunité lorsque mon bilan est négatif et j'aboutis aux maladies auto-immunes, qu'elles soient Birmer, lupus ou autres maladies. En partant également de la carence en B12 isolément, je aboutis également, parce que je vous rappelle qu'une carence en B12 n'est pas égale à une maladie de Birmer, et ça c'est une erreur que l'on pose souvent également dans notre pratique quotidienne. Une maladie de Birmer, c'est uniquement 30% des carences en vitamine B12, et en gros, on passe à côté d'hémopathie, à côté de tumeurs du tube digestif, et on pose à tort des maladies de Birmer. Donc en gros, en posant également, en parlant également de cela, l'auto-immunité fait partie intégrante du bilan que je demande. En parlant de thrombopénie également, regardez, c'est qu'en parlant de thrombopénie, là aussi, au-delà du myélogramme, l'auto-immunité intervient, et vous voyez en fin de compte, vous convenez avec moi que le message que j'ai envie de passer, c'est que la meilleure façon de rendre service aussi bien aux patients, également au laboratoire, pour ne pas dire à tort, on a posé un faux diagnostic, ou des fois à tort, nous cliniciens, on dit que la technique est mauvaise et que nous avons un faux bilan positif ou un faux bilan négatif. En gros, il faut d'abord se voir, nous, cliniciens, a-t-on fait correctement notre boulot et a-t-on respecté l'ensemble des démarches pour pouvoir aboutir et pour pouvoir intégrer ce bilan immunologique dans le diagnostic de la maladie. Là aussi, pour mes amis néphrologues et internistes, donc protéinurie, regardez, là aussi, l'auto-immunité intervient en respectant un arbre décisionnel correct, en partant, s'il y a des cardiomes dans la salle, également de péricardite, regardez, en respectant un arbre décisionnel correct, regardez, l'auto-immunité fait partie du bilan de ces principaux syndromes. Dans l'atteinte neurologique centrale également, au-delà de la prise toxique, etc., regardez, l'auto-immunité, que ce soit une maladie, une atteinte neurologique d'une maladie de système, elle fait partie intégrante l'auto-immunité fait partie intégrante du bilan que l'on fait. Et donc voilà, tous ces exemples-là résument quoi? Donc j'ai mis volontairement plusieurs situations, donc même en hépatologie, M. Benazzo, dommage qu'il n'est pas parmi nous, ben regardez, même en partant d'hépatite aiguë, en respectant un arbre décisionnel correct, on ne va pas directement à la recherche des anticorps anti-LK1, anti-musculis et anti-mitochondrie. On finira, n'ayez pas peur, si le bilan est négatif, on finira obligatoirement à poser le diagnostic. Donc, quelques situations évidentes.
Donc, nous, c'est très facile quand on parle de la clinique, quand on a un tableau volontairement. Les deux premières observations que je vous ai passées, c'est des patients qui n'avaient aucune symptomatologie clinique. Bien sûr, lorsque le tableau clinique était évident, le bilan va de lui-même. Donc là, c'est un tableau évident de maladie lupique où les anticorps antinucléaires font partie intégrante. Regardez, là, c'est un tableau typique de sclérodermie. Là aussi, également, les anticorps antinucléaires font partie du tableau. Le phénomène de Raynaud que vous connaissez, donc là aussi, également, auto-immunité. Donc vous comprenez pourquoi vous ne pouvez pas traiter l'ensemble des maladies auto-immunes. Ici, une dermatomyosite. Également, donc, l'auto-immunité, le bilan immunologique devant ces signes cutanés. Et là, je répète une phrase de M. Elmiaoui, qui est mon maître, qui m'a appris énormément de choses. La peau est le reflet de ce qui se passe à l'intérieur. C'est une phrase qui est extrêmement importante. Et la peau, en fin de compte, nous permet de poser des diagnostics, d'aller directement au bilan biologique. B7, on ne peut pas ne pas en parler, mais faites attention, ça c'est une erreur que nous faisons également, nous internistes, c'est qu'une arthrose n'est pas synonyme de maladie de B7. L'arthrose, c'est 4 diagnostics, c'est le B7, c'est le lupus, c'est les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, mais c'est également ce qu'on appelle le Magic Syndrome Mouth and Genitals with Inflamed Cartilage, donc en gros une forme de polychondrite atrophiante, et vous voyez, le bilan immunologique fait également partie intégrante de cela, donc je passe sur l'ensemble de ces exemples. Le diagnostic est fait, quelles sont les étapes qui viennent après? Et là, pour les illustrer, j'ai encore 2 observations, vous allez tolérer encore 10 minutes, j'ai le temps qu'il faut, donc vous allez tolérer encore 10 minutes. Donc, patient de 40 ans, pas d'antécédents pathologiques particuliers, déficit musculaire, CPK 10 fois la normale, à l'EMG, un tracé myogène. Donc en gros, là, puisque nous tous, on est d'excellents médecins, on va respecter un arbre décisionnel adéquat, nous allons partir du syndrome myogène. En partant de l'atteinte myogène, on va éliminer les signes de gravité, et puis je vois que les principales causes, c'est des causes toxiques, qu'on oublie souvent de poser. Donc en gros, avant d'aller courir à faire un bilan immunologique, peut-être que ma patiente prend du toxique, éliminer la thyroïde à maladie de Basdo, donc un des signes importants, et puis ce n'est qu'enfin que je vais parler de myopathie inflammatoire. Donc mon interrogatoire, mon bilan classique me permettra de poser le diagnostic. Chez ma patiente, la TSH était normale. Elle ne prenait pas de médicaments et elle avait des anticorps antinucléaires, 1 sur 1280 qui étaient mouchetés, et la biopsie musculaire était un diagnostic patent avec l'EMG, d'une polymyosite, avec une radio pulmonaire normale, bilan rénal et cardiaque qui étaient strictement normaux. Je démarre ma corticothérapie 1 mg tous les jours, elle va bien et la patiente est symptomatique après 1 an. Quelle est l'attitude? L'attitude, c'est que, est-ce que je dois maintenir une dose minimale efficace? J'arrête mes corticoïdes parce que ma malade va bien. Est-ce que je rajoute un immunosuppresseur pour un traitement de départ cortisonique? Ou alors, est-ce que je fais autre chose? Je vous donne la réponse rapidement. En fin de compte, je dois maintenir et puis je dois proposer autre chose. Le docteur Helmut s'est trompé ici. Il s'est trompé pourquoi? Parce qu'il s'est contenté, sur un bilan immunologique positif, de traiter une malade et de dire que ma malade va bien. Mais il a oublié qu'un arbre, un train peut en cacher un autre. Et derrière une polymyosite, il peut y avoir une autre maladie. Ce n'est pas parce que j'ai un bilan auto-immun négatif que je n'ai pas autre chose derrière. Et en fin de compte, une myopathie inflammatoire et paranéoplasie, jusqu'à preuve du contraire. Et c'est le cas de ma patiente. En faisant un bilan scanographique, j'aurais fait également un PET scan chez cette patiente-là, ben, j'ai trouvé une néoplasie qui est passée inaperçue pendant 1 an avec un retard diagnostique extrêmement important. Donc ce bilan doit être fait à M0, M12, M18, parce que la néoplasie, que c'est la définition d'un syndrome paranéoplasie, elle peut précéder, survenir en même temps ou après une maladie. Donc, et elle régresse bien sûr avec la disparition de la maladie. Le bilan pronostic d'une maladie auto-immune, et ça est indispensable avant le traitement, et ça c'est ma dernière observation, Waffer 25 ans, institutrice, pas d'antécédent, grossesse de 5 semaines, syndrome anémique sévère, anémie à 5 grammes, normochrome normocitaire,
des plaquettes et des globules blancs normaux. L'interrogatoire est négatif, anticorps antinucléaires 1 sur 640 homogènes. Donc très rapidement, j'évoque le lupus systémique actif avec atteinte hémato chez une femme enceinte. Je fais le bilan complet que vous connaissez, DNA, SM, SSA, SSB. Donc c'est un lupus rénal et hématologique avec des antiphospholipides négatifs. Corticoïdes, interruption de grossesse, biopsie rénale, néphropathie lupique sévère, je donne des traitements, plaquenil, immunosuppresseur corticoïde avec une bonne évolution. On dégraisse les corticoïdes et elle me refait de la fièvre à 40 degrés. Ma NFS est normale, ma VS est accélérée, mais ma CRP est strictement normale. Et je n'ai aucun signe d'appel infectieux. Premier diagnostic à évoquer, est-ce que c'est une poussée de la maladie? Est-ce que c'est une infection ou alors est-ce que c'est autre chose? La réponse est que c'est une infection. Bilan infectieux Escherichia coli, antibiothérapie, pas d'amélioration. Échographie rénale, le cellule contrôle est négatif. Des autres causes de fièvre aiguë, je vous rappelle, au-delà de l'infection poussée, thrombose qu'on oublie souvent, l'insuffisance surrénale. Il n'y a pas chez Waffer de signe de poussée, pas de signe de thrombose. Ionogramme est normal et pas d'amélioration sous d'hydrocortisone. En fin de compte, j'arrête tout. J'arrête mes immunosuppresseurs, il n'y a pas d'amélioration. J'arrête mon plaquenil et j'ai une apyrexie en 24 heures. N'oubliez pas avant de m'acharner à faire des bilans extrêmement importants. Le dernier message que j'ai envie de passer, c'est nous, dans notre prescription, les médicaments, on l'oublie souvent. Et donc, ici, c'était une fièvre purement médicamenteuse. Donc, au lieu de faire un bilan extrêmement exhaustif, en posant des questions basiques, on pouvait se rendre compte que le traitement était, la cause était médicamenteuse. Donc, en gros, les causes de poussée, c'est l'infection en premier, l'infection en deuxième, toujours l'infection, et après, je suis obligé d'évoquer des autres diagnostics. Donc, en conclusion, les règles d'or, étape clé, en fin de compte, dans notre pratique, comment nous, ensemble, allons faire pour pouvoir prendre en charge correctement nos patients, du symptôme au diagnostic de la maladie auto-immune, et j'espère que vous serez d'accord avec moi, c'est tout d'abord une bonne conduite à tenir. C'est un minimum nécessaire, mais il faut faire le bilan qu'il faut. Je commencerai et puis j'augmente le bilan. Des auto-anticorps à ne jamais demander isolément sans conduite à tenir. Et puis, l'autre message important, un auto-anticorps positif ne veut pas dire maladie auto-immune. Et puis, regardez, je pense que vous êtes d'accord avec moi, la maladie est diagnostiquée, je soigne un patient, je ne soigne pas un symptôme, je ne soigne pas un signe biologique. Et donc, le diagnostic est évoqué devant un faisceau d'arguments sur un terrain, sur une clinique, sur une paraclinique en spécifique. Et puis, et enfin, et surtout, également sur la recherche d'auto-anticorps. Là, je vais avancer parce que je n'ai pas beaucoup de temps. Alors, vue transversale des anticorps antinucléaires. Donc là, très rapidement, j'ai deux plaques à vous montrer. En gros, c'est pour vous montrer que la place des auto-anticorps dans ma pratique courante est extrêmement importante. Vous voyez beaucoup de pathologies qui montrent l'intérêt. Les antiphospholipides également, dans beaucoup d'indications, au-delà, dans beaucoup d'indications. Les autres auto-anticorps qu'on utilise en médecine interne, en pratique, les anti-CCP, les anti-TPO, les anti-récepteurs, les anti-endomysium, etc. Et puis, les autres auto-anticorps, il y en a plein. Donc, vous voyez, vous comprenez que je ne peux pas tout traiter, je ne peux pas traiter l'ensemble des maladies auto-immunes. Et je terminerai par les indications potentielles des immunodotes. Ça, c'est une nouveauté au niveau national. Ce sont les maladies auto-immunes spécifiques d'organes. En cas de suspicion de maladie système dans un contexte d'urgence et en cas de maladie système confirmée avant de les traiter. Et en gros, en fin de compte, dans les observations que je vous ai montrées tout à l'heure, j'avais une analyse comme ça, dans ce sens-là, verticale, et les immunodotes nous permettent d'avoir une étude transversale, donc en partant de la maladie auto-immune, et ça nous permet de ratisser l'ensemble des auto-anticorps. Donc en conclusion, bonne conduite à tenir, auto-anticorps en fonction du contexte,
Autant anticorps à ne jamais demander isolément sans conduite à tenir. Autant anticorps positif ne veut pas dire maladie. Et puis je soigne un patient, je soigne des maladies. La maladie diagnostiquée sur un faisceau d'arguments sur le terrain, la clinique, paraclinique, les autres anticorps, je vous remercie. Merci professeur Larouche. Je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle par rapport aux deux interventions. Je voudrais juste souligner un petit peu, synthétiser les deux souligner les deux confrères par rapport à la place du biologiste, qui est l'apport de la biologie qui est capital dans le diagnostic des vascularites et des connectivités de façon générale, parce qu'il va nous permettre, au plan du diagnostic, de conclure de façon tranchée de la présence ou de l'absence d'anticorps. Finalement, on a vu tous les aléas qui nous sont extrêmement utiles au plan du diagnostic, et ils permettent aussi de souligner, de connaître les pièges et les interférences des différentes méthodes de dosage. Donc, il est très important qu'il y ait un dialogue entre le biologiste et le thérapeute à cette étape, en particulier cette étape diagnostique. Donc, le professeur Kabli a souligné donc l'importance de ces deux types d'anticorps, les PNK et les ANCA anti-PR3 et anti-PNPO, qui sont donc intéressants dans le diagnostic des vascularites, qui vont être aussi permettre à l'avenir d'avoir de nouvelles classifications. Mais il a aussi soutenu qu'il y avait de nombreuses interférences possibles, en particulier pour les ANCA MPO. Donc là aussi, encore une fois, on retrouve l'apport du diagnostic biologique et de la précision à ce niveau-là. Donc c'est un apport de prise en charge où le thérapeute va être confronté à l'efficacité et au coût de toutes ces méthodes diagnostiques. Et comme l'a souligné le professeur Larouche, ce qui est très important, c'est qu'on n'a pas besoin de faire tous les dosages anticorps à tous les niveaux de l'évolutivité de la maladie. Et que là, il va falloir faire tous ces arbres décisionnels, et surtout c'est une enquête qui va essayer de trancher entre les méthodes de débrouillage, les méthodes de dépistage et puis les méthodes d'identification. Et là, le biologiste va nous être extrêmement utile. Parfois, on pourra, ce qui est dépistage et débrouillage, déjà uniquement avec la clinique, pouvoir peut-être sauter ces étapes pour être à même de coûter moins cher à l'exploration biologique qui retentit bien sûr sur les frais de prise en charge du patient. Donc, je ne sais pas s'il y a une question. Et M. Ouazzani va donc compléter des remarques très importantes par rapport à tout cela. Donc l'approche diagnostique, tous les marqueurs biologiques ne sont pas utiles. Nos deux collègues nous l'ont utilisé, mais ils sont utiles à un moment très important qui est le moment du diagnostic. Vous voyez, autant dans les maladies auto-immunes spécifiques d'organes, on n'a pas ce problème-là, autant dans ces maladies qui sont souvent non spécifiques d'organes au départ, eh bien, il faut être judicieux dans le choix des méthodes. S'il n'y a pas de questions dans la salle, je vais continuer pour les remarques. Donc je vais aller dans le sens de Mme Zahraoui. C'est qu'il faut savoir que la biologie, comme elle a évolué, on a des tests de plus en plus spécifiques, sensibles. Vous avez vu que la classification pour les ANCA, pour les vascularites de Chapelier, révisée en 2012, elle a introduit carrément les ANCA. Donc d'où l'importance et la valeur, disons, la force justement diagnostique de ces marqueurs. Alors je voudrais juste insister sur, que ce soit pour les connectivités ou les vascularites, sur les titres. Parce que lorsqu'on parle d'anticorps antinucléaires, j'ai vu tout à l'heure 1 sur 80, il faut savoir que le seuil de positivité et le seuil de détection sont très différents. Le seuil de détection pour les anticorps antinucléaires, c'est le 1 sur 80. Le seuil de positivité pour un adulte, et qui redemise le 1 sur 60, parce que tout simplement, si on regarde dans la population saine, on a moins de 7% de population saine qui ont des anticorps antinucléaires à 1 sur 160. Donc le seuil de positif, c'est 1 sur 160. Pour les ANCA, pareil, le seuil de détection est de 1 sur 20, mais le seuil de positivité est de 1 sur 80.
Et donc, à partir de 1 sur 80, vous allez voir les encas différemment, et il aura donc une valeur diagnostique supérieure à un encas inférieur à 1 sur 80. Sachant que dans les vascularites, en moyenne, on a des taux très très élevés d'encas. Alors, j'ai quelques remarques par rapport donc, aux vascularites au niveau du pronostic. Vous savez que dans les vascularites, donc, il y a quand même un taux de rechute qui est important. Et il y a des études dernièrement donc, qui montraient qu'une valeur pronostique du PR3, c'est-à-dire la présence du PR3, c'était un signe pronostic pour la rechute par rapport à une vascularite, un MPO. Donc ça a été donc, dans les dernières publications de 2014. Et puis également, j'avais une remarque par rapport à la pathogénie. Vous savez que donc, il y a eu des tests qui ont été faits chez la souris, où on a injecté des anticorps, surtout les anticorps anti-MPO, qui ont causé donc, des glomérulonéphrites chez la souris, donc ce qui montre aussi le rôle pathogénique de ces anticorps et non pas que le rôle diagnostique de ces anticorps en cas. Et puis enfin donc j'avais une autre remarque, c'est donc vous l'avez si bien dit professeur Patrice, c'est que l'absence d'encas donc n'exclut pas donc les vascularites. Par contre, l'absence d'encas, et c'est très important, constitue un diagnostic d'exclusion de la paille, de la périmétrie noueuse. Donc ça c'est quelque chose d'extrêmement important puisque ça va vous permettre ça permet de séparer les deux entités cliniques, la paille et donc la polyangine microscopique. Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres des questions dans la salle. C'est Slimani. Bonjour. Je remercie les conférenciers pour la qualité excellente de l'exposé, des exposés. J'aimerais savoir si la prescription des anticorps anti-CCB a encore une place dans la hiérarchie diagnostique. Donc, c'est la première question. Et si la deuxième question s'adresse à professeur Labouche, donc si, d'après les observations, si il peut nous faire une synthèse, est-ce qu'il y a une hiérarchisation à proposer concernant donc, la démarche diagnostique, tout en se référant toujours au contexte clinique? Merci. Si mon ami Labouche le permet, je vais vous répondre concernant la première partie. Quel apport des anticorps CCP? Les anticorps CCP, peptides cycliques sulfréminés, sont des anticorps qu'il faut demander en première intention chez un patient qui a une manifestation rhumatismale articulaire devant une polyarthrite chronique et stimulative franche, non pas au stade déformant, mais surtout au stade bilatéral ou entièrement symétrique. Leur rapport est très important à faire en première intention parce que s'ils sont franchement positifs, donc on peut placer rapidement le rhumatisme inflammatoire chronique dans le cadre d'une polyarthrite rhumatoïde. Est-ce que devant une polyarthrite avec l'autre manifestation viscérale, cutanée, rénale, pulmonaire, il faut les faire en première intention? Certainement pas. Sauf si on a vraiment un rhumatisme articulaire qui est tellement évident, parce qu'on sait que dans la maladie rhumatoïde, c'est aussi à la fois un rhumatisme inflammatoire chronique et une maladie systémique. Donc si vous avez et un rhumatisme déformant et des manifestations viscérales, oui, le rapport peut être intéressant. Mais ailleurs, ce n'est pas en demandant des anti-CCP en premier lieu devant une simple atteinte articulaire non déformante ou de simple arthralgie avec des manifestations viscérales importantes. Très bien, donc merci beaucoup pour ta question. Cyril, tu as déjà répondu une partie à la deuxième question. Donc en gros, il y a deux situations pratiques. J'ai un tableau clinique évident d'une maladie auto-immune. Là, je vais directement au bilan immunologique. Je ne me pose pas de questions. C'est pour confirmer, pour avoir un titre d'anticorps et pour démarrer un traitement très rapidement. J'ai un symptôme non évocateur d'une maladie, c'est-à-dire un symptôme, un grand syndrome. C'est pour ça que j'ai mis les différentes situations. Là, le bilan auto-immun va faire partie d'un arsenal, d'une batterie biologique qui viendra en fonction du symptôme. Je m'explique. J'ai une polyarthrite. C'est la nature de cette polyarthrite qui va me guider. Est-ce que je vais demander des anticorps anti-CCP en première intention, ou alors est-ce que je vais demander des anticorps antinucléaires en première intention? Donc tu vois,
Donc quand j'ai un symptôme, donc je résume encore une fois, quand j'ai un symptôme clinique évident, je vais au bilan immuno directement. Quand j'ai un symptôme non évident, qu'il soit clinique ou biologique, je dois suivre les différents arbres décisionnels et de toutes les manières, à un moment donné, ça aboutira à un bilan immunologique lorsque les autres bilans seront négatifs. Merci pour votre question. Oui, j'aimerais au fait juste préciser qu'effectivement, avant, on avait du mal à poser le diagnostic d'autoimmunité, c'était un peu difficile. Autant aujourd'hui, on a l'embarras du choix, on a plusieurs techniques. Nous avons l'ELISA, l'IF, l'immunodote, et le premier, c'est quand un test est positif sur les trois, on va dire que ça ne pose aucun problème. Moi, j'aimerais bien votre avis sur les discordances. Il y a deux discordances qu'on a l'habitude de voir, et j'aimerais bien avoir votre explication là-dessus, c'est sur les encas. Ça arrive à ce que les positifs sur l'IF, et qu'on veut les confirmer par ELISA, on trouve l'inverse, ou positif sur l'ELISA et négatif sur l'IF. Ça, j'aimerais bien comment vous interprétez, vous, cliniquement, ces résultats. Deuxième remarque aussi, c'est moi, ça me dérange parce que j'ai toujours su que quand on a des anti-DNA généralement positifs, automatiquement les études nucléaires sont positives. En principe, c'est automatique. De temps à autre, ça nous arrive d'avoir des anti-DNA positifs à ELISA confirmés par IF et qui, avec absence d'antinucléaires. J'aimerais bien avoir votre réponse là-dessus, ou votre avis si vous avez des réponses. Oui. La deuxième question, c'est Oui, alors, moi, clinicien, j'ai une vascularité évidente, un tableau clinique évident, un syndrome clinique qui regroupe à la fois une atteinte cutanée, pulmonaire, rénale, neurologique, pour laquelle il n'y a pas de doute, il s'agit d'un syndrome de vascularité cutanée, franc, systémique. Au fait, je demande les encas, c'est bien, mais je n'attends pas les résultats. Peu importe, je démarre un traitement en urgence parce qu'il y a l'avis de mon malade, et puis je récupère ce résultat. Vous me dites qu'il y a une discordance entre IF et ELISA. Finalement, pour moi, ça ne va pas m'apporter grand-chose pour classer ma vascularité, mais l'essentiel, c'est une vascularité pour laquelle j'ai proposé une thérapie. Mais ma préoccupation majeure, c'est que si jamais mon traitement initial, corticoïde à forte dose immunosuppresseur, n'est pas efficace et que je décide de switcher à une autre thérapie, par exemple les anti-CD20, là, ça m'embête parce que je sais que la présence d'ANCA franche est un élément prédictif à une très bonne réponse aux anti-CD20, donc au rituximab, par exemple. Mais ailleurs, je ne me soucierai pas dans un premier temps de ce type, donc d'ANCA qui sont discordants, de quel type, mais pour moi l'essentiel, c'est de traiter, démarrer une thérapie en urgence. Merci. Donc, si vous permettez, je vais répondre à votre question en vous donnant un autre exemple. L'exemple où vous avez des anticorps antinucléaires négatifs, en gros c'est ça votre question, et vous avez des sous-types qui sont positifs, soit anti-FCT ou anti-DNA, c'est ça en gros votre questionnement. Quand vous avez des anti-DNA positifs, vous devez obligatoirement avoir des anticorps antinucléaires positifs. C'est la seule situation où vous avez des anticorps antinucléaires négatifs avec d'autres anticorps positifs, ce sont quand vous avez des anti-SSA positifs. Donc en gros, la négativité des anticorps antinucléaires ne veut pas dire, surtout si ne veut pas dire anticorps anti-ECT négatifs. Donc si vous avez des anticorps antinucléaires négatifs et vous avez une forte suspicion clinique d'un lupus, vous avez une forte suspicion clinique d'un lupus, surtout d'autant plus que si vous avez un enfant avec un BAP, vous pouvez faire isolément, sans avoir les anticorps. C'est pour ça que ne soyez pas étonnés que des fois on vous demande directement des anti-SSA sans passer par la case de départ d'anticorps antinucléaires. La deuxième chose, c'est quand vous avez, c'est le cas des fausses sérologies positives. Je vous donne un exemple. Et là, je remercie Cyril quand il a parlé tout à l'heure de la différence, là, vous avez fait attention à sa plaque, que je trouve géniale, c'est qu'il existe une très grande différence entre critères diagnostiques
et critères de classification. Les critères de classification sont des critères épidémiologiques, c'est-à-dire quand on veut faire des études, pour qu'on parle tous le même langage. Mais ça ne peut en aucun cas poser un diagnostic. Un exemple. Dans les critères du lupus, vous avez 11 critères grossièrement. Si vous prenez lymphopénie, vous prenez anémie, vous prenez anticorps antinucléaires positifs, et vous prenez convulsion, ça vous permet, selon les critères, d'avoir un lupus. Si je fais une sérologie HIV et est positive, c'est un VIH, ça n'a rien à voir. Donc voilà, c'est-à-dire qu'il faut vraiment intégrer l'ensemble des critères dans, c'est mon dernier mot de ma conclusion. Et vraiment, je trouve votre question extrême. Merci beaucoup d'avoir posé, parce que c'est la vraie, parce qu'on va parler entre nous, on est en famille. Le premier réflexe, c'est la porte à la faute. Voilà, c'est un truc pratique, on dit, ou alors on l'a, voilà. Donc en gros, c'est que avant de jeter la balle, peut-être que nous, on a mal su interpréter un examen complémentaire. Voilà, merci. Je ne sais pas si je peux faire un complément de réponse par rapport à ta question. Donc, à part l'antigène nécessaire, il y a d'autres antigènes qui ne sont pas exprimés dans les cellules casseuses qu'on utilise dans les anticorps antinucléaires, notamment le JO1. Donc ça aussi, c'est important. Et puis il faut savoir que la démarche, c'est de démarrer par un anticorps antinucléaire. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a 3000 antigènes qui sont représentés au niveau des cellules, alors qu'on ne connaît que quelques antigènes et leur liaison avec la pathologie, notamment les antigènes nucléaires solides. Donc l'argument d'un anticorps antinucléaire bien positif, il est supérieur d'avoir un antigène spécifique négatif au positif. Donc, que ce soit pour les ANCA, parce que maintenant on dispose aussi des docs, etc., PR3, je pense qu'il faudrait démarrer. Et on aimerait bien avoir même dans vos prescriptions que vous insistez que les anticorps antinucléaires et les ANCA doivent être faits, entre parenthèses, par immunofluorescence. Et ça, c'est ce qu'on voit dans la nomenclature, par exemple, française, où donc ils remboursent que les anticorps antinucléaires et les ANCA faits par immunofluorescence, parce que ça, c'est l'argument qui va vous permettre, sur lequel vous allez vous baser. Voilà. Je vais continuer, parce que tu as parlé d'anti-JO1. Une des places, par exemple, des immunodotes, c'est bien ça. Vous avez un malade qui a une sclérodermie patente. Vous avez un malade qui a une dermatomyosite patente. Une des manifestations qui vont mettre en jeu le pronostic vital, c'est la présence qu'on appelle le syndrome des antisynthétases, la présence d'anticorps anti-JO1 positifs. Mais en fin de compte, quand vous avez un tableau clinique évident, plutôt que de commencer par l'étape de départ, puis aller progressivement, voilà, vous faites une immunodote. Bien sûr, je répète encore une fois que vous avez un tableau évident, et là vous avez l'ensemble de la panoplie des anticorps, et vous pouvez très rapidement faire le diagnostic, confirmer et avoir également un intérêt pronostic, parce que les anti-JO1 ont un intérêt pronostic, que ce soit dans la sclérodermie ou dans la polymyosite de la dermatopolyse. Moi, je comprends aussi la question de monsieur dans un sens très pratique, c'est que nous, cliniciens, nous devons quand même dialoguer avec le biologiste, au moins au départ, au début de la prise en charge du patient. Cette question ne se poserait pratiquement pas si nous prenons la peine de prendre le téléphone ou de donner un panel de renseignements cliniques détaillés au biologiste qui, à ce moment-là, serait orienté, et donc c'est certainement plus intéressant pour lui et pour nous et pour les patients. Le dialogue est très important. J'aimerais juste parce que j'ai aussi aimé votre première observation, juste une précision, parce que n'hésitez surtout pas à nous demander quand vous avez des diagnostics, que vous pensez à d'autres diagnostics et avant de démarrer un traitement, de mettre en plus des allégéodomies une sérothèque. Ça nous aide, ça vous aidera, ça vous aide aussi de le signaler automatiquement, on met de côté du sérum. Et après, a posteriori, si jamais on peut toujours revenir à ce sérum et éventuellement procéder à un diagnostic beaucoup plus facile. Merci. Alors, avant de conclure, oui, c'est pardon.
J'ai une dernière remarque par rapport tout à l'heure, si Slimani a posé la question des anti-CCP, je pense que devant le tableau de Poulard-Trick, la question qu'il devrait se poser, c'est plutôt les anti-nucléaires. Parce que souvent, dans les observations qui reviennent, c'est que c'est des Poulard-Trick qui sont éthiques et Poulard-Trick, et qu'au bout de quelques années, on se rend compte que c'est des lupus. Donc, dans l'autre sens, il faudrait, quand on a peut-être des Poulard-Trick non déformantes, etc., vous pensez à plus prescrire antinucléaire, comme ça, pour ne pas justement passer à côté. Voilà. Je suis désolé de vous dire que le principe actuellement de la prise en charge de ce qu'on appelle des rhumatismes inflammatoires chroniques de la PR dans la phase d'opportunité thérapeutique, c'est de faire des diagnostics au moment où la maladie a commencé, où il n'y a pas encore de déformation, de destruction articulaire. Parce que si on ne fait pas cet effort, on n'a donc aucune, on n'a aucun dégât à faire un diagnostic au stade de déformation, ce qui est une perte aussi bien pour le malade, et il faut, devant un rhumatisme inflammatoire chronique débutant, faire autant les anticorps antinucléaires que les anti-CCT. C'est très important. Et je vous rappelle que dans les nouveaux critères, par exemple la polyarthrite rhumatoïde, annoncé depuis 2010, eh bien, les déformations ne font pas partie des critères. Et ce qui est important, c'est qu'on doit faire le diagnostic à un moment précoce, et les anticorps anti-CCP font partie des critères. Donc il faut le faire, c'est très important. Si on attend à ce qu'il y ait des déformations et tout ça, eh bien, on n'est pas tout à fait au bout. Je voudrais remercier donc le professeur Lamouche pour d'avoir eu l'amabilité de nous faire ces présentations qui sont d'un haut intérêt, qui ont été vraiment ciblées. Je remercie également l'assistance et donc M. Karim qui nous a permis donc, de nous retrouver et surtout de permettre ce dialogue très très important cliniciens biologistes.